Mais je les ai pas prises, c'est pour ça que je garde mes lunettes de soleil. C'est pas pour passer incognito, ouais, c'est... le même problème. Mais quand même, j'ai acheté des lunettes pour voir un peu le problème. C'est pas froid? Je vais les enlever aussi. Pierre, rappelez-moi, vous avez un rôle précis à l'OFCE? Je suis économiste à l'OFCE. Économiste? Économiste à l'OFCE, c'est très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce débat qui est un débat sur la question budgétaire. Je vais introduire rapidement, je vais passer la parole ensuite à Pierre Madec, qui est économiste à l'OFCE, et à Sandra Demarque, qui est secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, qui est le syndicat majoritaire au niveau des finances publiques. Juste en petite introduction, mais ça montre, enfin, le nombre de gens qui sont ici le confirme, c'est qu'il y a un paradoxe depuis maintenant 2-3 ans, malheureusement, c'est qu'on n'a jamais aussi peu voté le budget. Et le budget n'a jamais été aussi important en termes d'objet politique. Voilà. C'est un peu le bilan qu'on peut tirer, y compris ayant occasionné l'an dernier la première censure d'un gouvernement depuis 1962 avec la censure du gouvernement Barnier. Donc on est dans cette situation où le budget qui, je rappelle, il est l'élément peut-être premier des raisons d'être d'un Parlement. La Révolution française naît de la question du budget. La première assemblée, la Révolution française, naît de cette question, qui était devenue peut-être finalement un objet imposé, souvent peu suivi, il faut le dire, par les Français. On s'aperçoit maintenant que, du coup, à partir du moment où il est devenu un enjeu, et un enjeu politique, perçu en tant que tel, il a évidemment une importance accrue. Et ça va être encore le cas cette année, puisqu'on a un budget qui vient au-devant de nous, qui a donné l'occasion, la présentation en juillet de ce qu'on appelle le tiré à part, c'est-à-dire en gros le squelette du budget, c'est-à-dire ce qui est le budget, quel budget est proposé par programme budgétaire, plus différents éléments permettant soit plus de recettes, soit plus de dépenses, moins de dépenses. On va voir que c'est plutôt la deuxième idée qui a été présentée par François Bayrou. Tout ça, théoriquement, revient à l'Assemblée dès fin septembre à travers les réunions dans ma commission pour commencer à étudier ça. Et le premier mardi d'octobre, il est présenté officiellement pour un débat budgétaire qui va comme ça courir jusqu'à l'hiver. Donc ça, c'est le programme classique. Bon. Sauf que chacun sait qu'il va aussi, et très rapidement, être, je l'ai dit, un objet politique. Et un objet politique, et c'est l'interrogation de ce débat, de se demander s'il y a une autre solution ou pas que de le censurer. Alors vous me direz, ça c'est peut-être une question relativement facile à poser et à répondre dans le cadre des amphis et les filles, mais ça va être aussi de savoir pourquoi et puis par quoi le remplacer. Bon, ça va être aussi peut-être l'occasion de cet échange. Donc voilà où on en est. Je répète, alors apparemment François Bayrou a dit qu'il reprenait la parole lundi. Je ne sais pas pour dire quoi, parce qu'il tire un peu sur le fil. C'est-à-dire qu'il reprend la parole régulièrement pour dire un peu la même chose, mais il va reprendre la parole lundi et on va rentrer dans cet épisode, cette période du budget de la nation. Et donc j'ai demandé à mes invités, et je prendrai la parole en troisième sur ce point, avant de vous donner vous-même la parole, quel est leur regard justement sur ce budget? Est-ce qu'il y a une autre solution que de le censurer? Comment prennent-ils cet objet aujourd'hui tel qu'il a été présenté, avec notamment 43 milliards d'économies à trouver par le Premier ministre? Donc je vais passer la parole en premier à Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Je vous remercie beaucoup d'être... je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà eu des économistes de l'OFCE, je me demande, qui ont été invités aux amphis. Donc je suis très content, Pierre, que vous soyez là. Pierre, il y a longtemps. Ben voilà, donc voilà. Et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je ne savais pas que c'était si rare qu'on soit invité ici. Vous n'allez peut-être pas me réinviter parce que je ne vais pas répondre à la question déjà. Parce que je vais
La question, c'est est-ce qu'il faut censurer le budget? Moi, j'en sais rien. C'est une question, en effet, éminemment politique. Par contre, en effet, je peux essayer de donner un regard un peu différent sur ce budget à la lumière des travaux qu'on a essayé de réaliser, notamment ces derniers mois à l'OFCE. Donc, déjà, la première question qui se pose, c'est le diagnostic du budget. Vous avez peut-être tous eu la chance d'entendre le Premier ministre. Le diagnostic, il est assez alarmant. C'est-à-dire, il y a eu notamment des phrases en disant voilà, la dette augmente de 5 000 euros par seconde, on n'a plus les moyens de financer un certain nombre de services publics, etc., etc. Donc il y a eu ce discours sur un dérapage budgétaire incontrôlé. Donc est-ce que déjà ce diagnostic est juste? Bon. Quand on se compare à nos voisins, oui. Oui, il y a un déficit en France. Je ne vais pas étaler ici une somme de chiffres pas forcément tous très compréhensibles, mais on a un déficit très élevé par rapport à nos voisins. Et ce déficit, il s'est plutôt plus creusé que nos voisins. Bon, donc ça, c'est vrai. De fait, quand le déficit se creuse, il y a la dette qui augmente. Et donc, on a une dette qui a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Ce n'est pas nouveau en France d'avoir un déficit élevé. Par contre, sur la période récente, si on regarde en effet les pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, on a un comportement budgétaire un peu différent. Bon. Donc, sur le diagnostic un peu alarmiste, j'allais dire, on peut donner raison au gouvernement de s'inquiéter, en tout cas de l'état des finances publiques. Après, il faut se demander pourquoi. Pourquoi il y a ce dérapage budgétaire? Sans poser la question de est-ce que c'est un problème ou pas, d'ailleurs. Là encore, c'est une question un peu, j'allais dire, politique. Est-ce qu'il faut ou non stabiliser la dette? J'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'on a fait des simulations là-dessus. Et s'il faut stabiliser la dette, comment on essaye de le faire? Mais sur les causes du dérapage, là, il y a un problème dans le diagnostic de la part du Premier ministre. C'est-à-dire que si on écoute le discours et le plan Stop la dette, il y a un dérapage budgétaire parce qu'on a des dépenses publiques trop élevées et que ces dépenses publiques ont beaucoup trop augmenté au cours des dernières années. Quand on regarde dans le détail, et là, alors je suis désolé, mais en fait, je vais passer mon temps de parole à vous renvoyer vers les publications de l'OFCE. Ne faites pas planter le site internet en vous connectant tous en même temps. Mais quand on regarde un peu dans le détail ce qui s'est passé, on l'a fait, nous, au mois de juillet, dans un policy brief, ce n'est pas les dépenses le problème. Les dépenses en France, en réalité, au cours depuis, disons, 2017, prenons une date au hasard. Depuis 2017, les dépenses, elles sont stables. Bon. Et quand on regarde à l'intérieur des dépenses, les dépenses de prestations, notamment, sans rentrer dans le détail, mais dans les prestations, il y a les prestations sociales, il y a les retraites, il y a tout ça. Les dépenses de prestations, elles baissent. Et ce qui augmente au sein des dépenses, pour avoir une stabilité des dépenses, c'est les dépenses d'investissement. L'investissement, normalement, il y a à peu près un consensus pour dire que c'est des bonnes dépenses, les dépenses d'investissement. Donc on a des dépenses qui sont stables, des dépenses d'investissement qui augmentent et des dépenses de prestations qui baissent. Et quand on regarde le comportement des dépenses publiques en France, il est à peu près similaire à ce qui se passe chez nos voisins. Donc le problème, ce n'est pas les dépenses. Le problème, c'est du coup les recettes. Et structurellement, c'est les recettes. C'est-à-dire que cette histoire qui viserait à dire on a beaucoup protégé pendant les différentes crises, la crise sanitaire d'abord, puis la crise inflationniste. C'est vrai, on a beaucoup protégé et parfois on a plus protégé que nos voisins ou mieux protégé, ou plus largement protégé. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est passé. Les aides d'urgence, tout ça, on voit la fin, là, arriver à la fin 2025, il n'y en aura quasiment plus. Donc nous, quand on s'intéresse à ce diagnostic-là, on regarde ce qu'on appelle le structurel, c'est-à-dire ce qui reste quand on a enlevé, en gros, les aides d'urgence. Et quand on regarde le structurel, le vrai problème, c'est les dépenses. Pourquoi c'est un vrai problème, les dépenses? Parce qu'il y a beaucoup de mesures de baisse d'impôts qui sont intervenues depuis, reprenons 2017 comme ça, comme date un peu pivot. Il y en a eu beaucoup pour les entreprises. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la bascule CICE, c'est des baisses de charges, c'est ce genre de choses. Et il y a eu beaucoup de mesures de baisse d'impôts sur les ménages. La taxe d'habitation, la fiscalité sur le capital, donc la fin de l'ISF, la transformation, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax, la fin de la contribution à l'audiovisuel, les baisses d'impôts qui sont intervenues après les gilets jaunes, c'est-à-dire le renoncement à la fiscalité écologique et la baisse d'impôts de 5 milliards d'impôts sur le revenu accordés aux ménages. Bon, bref, vous faites tout ce package-là, la baisse d'impôts ménages, baisse d'impôts entreprises, c'est ce qui explique le creusement du déficit qu'on observe. Bon. Donc ça, c'est le diagnostic.
Que propose le plan Stop à la dette ou Stop la dette bon, qu'est-ce qui devrait être dans le budget présenté par le gouvernement au Parlement à la rentrée? Un peu de hausse d'impôts, dissimulée. C'est-à-dire que le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, mais en réalité, quand vous mettez fin à l'abattement pour les retraités, vous augmentez les impôts de 800 millions. Quand vous gelez le barème de l'impôt sur le revenu, vous augmentez l'impôt sur le revenu mécaniquement et les recettes de l'impôt sur le revenu. Quand vous mettez fin à un certain nombre de niches fiscales, vous augmentez les impôts aussi. Donc il y a pas mal de hausses d'impôts, mais il y a beaucoup de baisses de dépenses. Beaucoup. Sur les retraités, on y reviendra, évidemment, avec le gel. J'ai déconnecté le micro, non c'est bon. Donc sur les retraités, sur évidemment les chômeurs, on parle d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, mais en attendant, on devrait voir un gel ou un quasi-gel des prestations liées au chômage. On va geler également le RSA, on va geler... Bon voilà, il y a beaucoup de baisses de dépenses qui ont un impact direct, j'y reviendrai, sur le pouvoir d'achat des ménages. Il y a aussi la baisse programmée d'autres dépenses publiques, soit au travers de la suppression d'un certain nombre de postes dans la fonction publique, j'imagine qu'on en rediscutera aussi, soit au travers, par exemple, de la baisse annoncée de 5 milliards des dépenses de santé, des remboursements de santé. On pourra aussi discuter de l'impact redistributif de ces mesures-là. Mais donc le diagnostic, le plan Bayrou, comme il est appelé dans le programme, ou le plan Stop la dette, ou on l'appelle comme on veut, il est très focalisé sur les dépenses, alors même que le problème, c'est un problème de recettes. Donc là, il y a déjà un petit souci sur le diagnostic fin du problème du dérapage budgétaire. Qui va payer le plan? Alors ça, c'est pareil, on a pas mal travaillé dessus à l'OFCE. Les mesures qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat, le niveau de vie, c'est évidemment les ménages qui vont le payer. Principalement les ménages retraités, un peu au travers du gel du barème de l'impôt sur le revenu, beaucoup avec la mise en place, donc la fin de l'abattement pour frais professionnels, avec cette idée, là encore, on pourra en discuter. L'idée, c'est aussi de laisser un temps important aux questions-réponses à la fin, mais on nous dit c'est pas normal que les retraités aient 10% d'abattement pour frais professionnels alors qu'ils ne travaillent pas. Bon, ok. On peut questionner l'existence même de cet abattement pour un certain nombre de salariés qui n'ont pas 10% de frais professionnels non plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réfléchir plus largement si on se met à discuter des solutions? Peut-être qu'on peut réfléchir au devenir de ces 10% d'abattement au global. Et là, il y a des marges de manœuvre budgétaires évidemment très importantes. Mais donc les retraités, barème de l'impôt, abattement, et puis évidemment le gel des pensions qui devrait dégager un peu moins de 4 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Là encore, avec une idée qui, moi, à titre personnel, me semble un peu, si ce n'est erronée, au moins un peu abusive, de dire les retraités, en fait, globalement, c'est des ménages qui sont très aisés, qui ont un patrimoine immobilier, qui ont fini de rembourser leur emprunt, qui ne participent plus à l'activité économique de la nation. Bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut essayer de battre en brèche un peu cette idée que les retraités, il y en a peut-être ici sous cette tente, ne servent à rien. Les retraités, s'ils participent, au travers notamment de la vie associative, tout ça, mais surtout, ils sont loin d'être tous aisés. Il faut quand même rappeler qu'il y a un peu plus de 10% des retraités qui sont pauvres aujourd'hui. Il y a plus de retraités pauvres aujourd'hui que de salariés pauvres, par exemple. Il y a des retraités qui sont locataires. Bon. Donc là encore, dire on baisse toutes les pensions de retraite, on baisse le minimum vieillesse, on baisse tout sans distinction de la situation des uns et des autres, c'est un problème. Et puis évidemment, il y a la question, au-delà des retraités, la question des prestations sociales. Où là, on va geler normalement, c'est en tout cas ce qui est prévu, le RSA, on va geler la prime d'activité, on va geler potentiellement l'allocation à adulte handicapé, on va geler donc le minimum vieillesse, les prestations familiales, les allocations logement. Avec cette idée-là encore que tout le monde doit participer à l'effort, mais la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que tout le monde est en capacité de participer à l'effort? Ce plan Bayrou, peut-être là prendre un peu de recul, il s'inscrit dans un contexte où l'INSEE a publié il y a quelques semaines maintenant la pauvreté, une image de la pauvreté en 2023. Vous avez peut-être vu dans les journaux un certain nombre d'articles parler de cette question-là. En 2023, alors c'est les derniers chiffres qu'on a, on a explosé les compteurs en termes de pauvreté, de taux de pauvreté et de nombre de ménages pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France depuis qu'on mesure cette série, donc au milieu des années 90. Parmi ces pauvres, les principaux touchés, on sait que c'est les familles monoparentales, que c'est les chômeurs, que c'est les familles avec enfants.
quand vous faites un plan, comme vous faites l'année blanche par exemple, oui, l'année blanche en termes, c'est un peu technique, mais en termes d'euros par ménage, quand vous faites l'année blanche, vous allez faire plus contribuer les riches que les pauvres, en termes d'euros par ménage, parce que les riches, par exemple, ils vont payer plus d'impôts que les pauvres, etc., etc. Donc, ils vont être des principaux contributeurs en euros. Par contre, quand vous rapportez cet effort au pourcentage, enfin, en pourcentage du niveau de vie des ménages, là, vous voyez que les pauvres, ils vont beaucoup plus contribuer que les riches à l'année blanche. Parce que, par exemple, la part des prestations sociales dans leur niveau de vie est beaucoup plus importante que la part des impôts dans le niveau de vie des ménages les plus riches. Je ne sais pas si je suis très clair pour tout le monde ou si j'ai perdu tout le monde, mais... je ne sais pas ce que je dois conclure de cette ambiance, on va dire que je n'ai pas perdu tout le monde. Mais donc, tout simplement pour en arriver au fait que, quand vous faites plus contribuer les pauvres en pourcentage de niveau de vie que les riches, bah ça a un impact sur la pauvreté. C'est-à-dire que là, toute chose égale par ailleurs, sans même présager de ce qui va se passer sur le marché du travail, avec potentiellement des effets très récessifs du plan présenté par le Premier ministre, c'est-à-dire un effet de contraction de l'économie, une augmentation du chômage, des effets macroéconomiques importants, vous allez, toute chose égale par ailleurs, continuer à augmenter la pauvreté. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est assumé? C'est pas certain. Là encore, il faudrait que réfléchir. Alors, il faut peut-être aussi se laisser le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de présenter ce plan en juillet, 45 milliards d'économies, pour après dire on discutera de ça rapidement en un mois ou un mois et demi sans qu'il y ait forcément d'évaluation. Donc, nous, on a essayé de s'y atteler à l'OFCE avant ou pendant l'été, mais sans qu'il y ait d'évaluation sérieuse de ce plan, parce qu'évidemment, 45 milliards d'euros d'économies, ça va avoir des répercussions économiques importantes, des effets récessifs importants, mais donc il faut faire attention à ces effets de bord sur la pauvreté. Ça ne coûte pas grand-chose de protéger le niveau de vie des pauvres. En gros, nous, on a fait les calculs, c'est un peu moins de 1 milliard. C'est-à-dire, si vous dites, ne serait-ce que la chose assez simple et qui devrait là encore faire consensus, tout le monde doit participer à l'effort, sauf peut-être les 15% de ménages les plus modestes. On dit, bon, ok, les ménages qui sont sous le seuil de pauvreté, on va essayer de préserver leur pouvoir d'achat et on va essayer de faire que le RSA soit revalorisé, les petites pensions de retraite, le minimum vieillesse, parce que là encore, un petit point d'attention, mais quand on dit on va geler les retraites, c'est bon, les retraités, ils peuvent vivre 1 an sans revalorisation de leur pension. En réalité, ce n'est pas 1 an, c'est 2 ans, parce que là, leur pension a été revalorisée en janvier dernier sur l'inflation passée, c'est-à-dire en gros, on leur a remboursé l'inflation de 2024 en début d'année 2025. Et jusqu'au 1er janvier 2027, ils verront leur pension gelée. Donc ça fait bien 2 ans, et c'est pareil pour le RSA ou un certain nombre de prestations familiales en avril. Donc peut-être que dans les marges de manœuvre, dire, bon ok, on enlève 1 milliard des 43,5 milliards du package pour préserver le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes, ça peut déjà être un bon début. Peut-être que préserver le RSA, les prestations familiales ou les allocations logement peut aussi être des marges de manœuvre à négocier à la rentrée. Et donc, voilà, globalement, le plan, c'est on fait l'année blanche, on gèle tout, on ne renouvelle pas un certain nombre d'emplois dans la fonction publique, donc avec des effets évidemment négatifs sur le chômage et l'emploi. Là encore, je fais une parenthèse, alors mon intervention est faite de parenthèses, mais j'aurais dû mettre des notes devant pour éviter toutes ces parenthèses. Mais le fait est qu'on nous a beaucoup vendu ces dernières années la baisse de la pauvreté. Je mentionnais l'étude de l'INSEE qui pointait la hausse record et le nombre record de ménages pauvres en France. On nous a beaucoup dit, en fait, on va résoudre la pauvreté par l'emploi. Et c'est en créant des emplois, c'est la politique de l'offre notamment, la politique du ruissellement, je ne vais pas vous refaire tout ça, mais c'est en dopant l'activité économique, en créant des emplois qu'on va faire reculer la pauvreté. En fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on voit que le taux de chômage baisse beaucoup, c'est vrai, on a créé beaucoup d'emplois. Il faut voir la qualité des emplois, il y a beaucoup d'emplois d'apprentissage, il y a beaucoup de tout ça, mais on a créé beaucoup d'emplois, mais la pauvreté n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Donc là, c'est pareil, il faut peut-être s'occuper ou s'intéresser à ce problème-là. Je ne sais pas où j'en suis dans mon intervention, ni quel est le temps. Je vois mon voisin qui opine de conclure. Oui, disons ça. Donc, Prenons le temps de conclure. D'accord. Si vous ennuyez, dites-le. Hein. Donc, je termine en disant qu'au-delà de l'année blanche, au-delà d'un certain nombre de niches fiscales qui vont avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages, il y a tout le reste de la dépense publique
qui indirectement va aussi impacter le niveau de vie des ménages. Là, je ne vous invite pas à lire les productions de l'OFCE, mais les productions de l'INSEE encore récentes. L'INSEE a essayé de constituer ce qu'on appelle les comptes distribués. Les comptes distribués, c'est quoi? C'est l'idée de dire, il y a le niveau de vie, on prend vos ressources et puis on enlève l'inflation, on regarde l'évolution de vos ressources et puis ça donne un pouvoir d'achat. Bon, voilà. On peut regarder avec les dépenses, les paniers de biens, ce qu'on veut, mais au-delà du revenu que vous touchez sur votre compte en banque, il y a tout un tas de dépenses publiques qui ne sont pas comptabilisées dans ce niveau de vie et qui participent à la redistribution au-delà de la redistribution monétaire. C'est évidemment les dépenses de santé, c'est les dépenses d'éducation, c'est les dépenses de sécurité, de police, c'est les dépenses de défense, qui sont à peu près les seules dépenses qui vont augmenter dans le budget. Donc toutes ces dépenses-là ont un impact. Et ce que dit l'INSEE, c'est que au-delà de la redistribution monétaire, donc au-delà du simple fait de on verse des impôts ou on reçoit des prestations sociales, l'ensemble des dépenses publiques réduit ou augmente, on va dire, de 2 fois la redistribution, c'est-à-dire l'ensemble de la dépense publique réduit 2 fois plus les inégalités, en gros, que la simple redistribution monétaire, impôts, prestations. Et donc, quand on fait 43,5 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique, il y a tout ce qui va toucher directement le pouvoir d'achat des ménages. Vous ne revalorisez pas les pensions de retraite alors que les prix augmentent, bah, évidemment, vous avez un pouvoir d'achat qui baisse. Mais au-delà de ça, bah, quand vous faites 5 milliards de déremboursements de santé, ça va avoir un impact. Et qui bénéficie aujourd'hui des remboursements de santé? En majorité, c'est en proportion, une fois de plus, de leurs revenus, c'est plutôt les ménages modestes et c'est plutôt les ménages retraités. Et parfois, les ménages modestes retraités. Et donc, là, je donne un exemple, parce qu'il faut que je fasse court, sur les dépenses de santé, mais il faut garder en tête, et là encore, je trouve que ça manque globalement d'évaluation, alors qu'on a les outils pour le faire, avec notamment ces comptes distribués de l'INSEE, mais ces 40 milliards vont avoir des effets très importants sur les inégalités, au-delà même de la simple question de la redistribution monétaire, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler après. Merci Pierre, et merci d'avoir su ainsi tracer un tableau qui nous permet d'introduire et donc sur lequel va continuer à nous entretenir Sandra Demarque, qui est donc secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques. Solidaires Finances Publiques, c'est peut-être le syndicat que je rencontre le plus dans le cadre de ma présence de commission, mais ce n'était pas Sandra avant, donc on se connaissait dans une autre période. Et donc j'ai du plaisir à lui passer la parole pour qu'elle nous explique un peu l'analyse de son syndicat sur le budget qui se présente. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et pour nous aussi, c'est un plaisir de venir évidemment discuter. Et comme l'a rappelé Éric en introduction, nous, on est hyper heureux et heureuses que le budget soit devenu une discussion politique, une discussion où on réfléchit, où on avance, etc., pour évidemment analyser ce qu'il faudrait, parce que pour nous, alors je vais pas faire vivre le suspense trop longtemps. Solidaires Finances Publiques et au-delà de Solidaires Finances Publiques, notre union interprofessionnelle solidaire, nous sommes évidemment pour censurer ce budget, censurer dans la rue le plus rapidement possible, le plus unitairement possible et le plus massivement possible ce budget. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce budget est une attaque sans précédent contre notre modèle social. Et ça, il faut en avoir conscience très, très rapidement, mais je pense que tout le monde a compris vers où ils allaient, et y compris quand on a entendu le discours qui était très long quand même de François Bayrou pour nous annoncer les premières pistes de ce budget. J'espère que tout le monde était assis, parce que nous, quand on l'a entendu, on a failli quand même tomber de notre chaise quand il a fait par exemple la comparaison de la dette de l'État avec les ménages. Hein. C'est quand même pour nous essayer de nous vendre leur budget, leurs attaques sans précédent. Ils font quand même des comparaisons qu'il ne faut pas faire et qui sont impossibles à faire. Alors oui, il y a un déficit. Oui, il y a une dette, ça, il ne faut pas le nier. Mais la question sur laquelle il faut qu'on se pose, c'est d'où vient ce déficit qui a augmenté, hein, on ne peut pas le nier, mais pourquoi ce déficit a augmenté ces dernières années ? Bon,
tout simplement à cause des politiques fiscales qui ont été menées depuis des décennies et qui ont été accélérées avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Politiques fiscales qui n'ont évidemment que bénéficié aux plus riches et aux plus grandes entreprises. Alors, en favorisant les plus riches et les plus grandes entreprises, il y a eu un manque de recettes extrêmement important. Et pour tout vous dire, ce manque de recettes entre 2018 et 2023, le manque à gagner dans les caisses de l'État, en gros, c'est 207 milliards d'euros, ce qui est quand même pas rien. 207 milliards d'euros et qui a été donc de manque à gagner dans les caisses de l'État. 207 milliards, sans compter les cadeaux fiscaux, sans contrepartie, etc., donnés là aussi aux plus grandes entreprises et aux plus aisés. Et ça, 207 milliards, c'est quoi ? C'est 35% de l'augmentation de la dette. C'est pas un petit chiffre. Alors, comment ils ont fait pour ce manque à gagner et pour augmenter le déficit? Donc, je vous dis, c'est les politiques fiscales. Je vais vous donner quelques exemples parce que nous, on considère à Solidaires Finances Publiques qu'il faut vraiment donner des exemples concrets pour comprendre un peu les politiques qui ont été menées et qui continuent, enfin, sur lesquelles ils veulent continuer. Donc, par exemple, une des politiques fiscales qui a été menée par Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir, c'est de mettre fin à l'impôt sur la fortune, le fameux ISF. Alors nous, on avait plein de critiques sur le calcul de l'ISF. On pense qu'il n'était pas assez bon pour vraiment taxer les plus riches. Mais bon, il existait et il rapportait quand même à peu près 4,85 milliards par an. Si vous comparez avec la décision, enfin la proposition honteuse de ce gouvernement de nous supprimer 2 jours fériés pour économiser, ils avancent la suppression des 2 jours fériés qui ferait une économie de 4 milliards. L'ISF, c'est moins 4,85 milliards. Vous voyez un peu le sens donc de la politique fiscale et de la politique économique de ce gouvernement. C'est évidemment taxer de moins en moins les plus aisés et les grandes entreprises et taxer de plus en plus les plus précaires et la majorité des salariés de ce pays. Sur, par exemple, les politiques aussi qui ont été menées sur la baisse des impôts de production. Alors, les impôts de production, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des impôts, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des impôts spécifiques aux entreprises, des impôts locaux. Donc, il y a eu une décision de baisser ces impôts depuis 2021 sous Emmanuel Macron dans le cadre de France Relance. Et entre 2021 et 2023, cette baisse d'impôts de production, c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État de 33,45 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien non plus. Autre exemple concret de ces politiques fiscales qui qui font en sorte qu'il y ait des recettes qui manquent, c'est la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les, qui existe depuis sur les revenus du capital. Alors cet impôt, en fait, il existait avant, mais avant Macron, c'était un impôt progressif. Et depuis, c'est devenu maintenant un impôt avec un taux fixe. Alors évidemment, un taux fixe, ça veut dire c'est moins taxé. Donc le manque à gagner de cette transformation du prélèvement forfaitaire unique, c'est entre 2018 et 2023, c'est 10,8 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Bon. Comment ? Ah. Après. Voilà.
Donc vous voyez un petit peu enfin, je ne vais pas repréciser, revenir dans les détails, mais ces exemples-là concrets montrent quand même clairement que les politiques fiscales qui ont été mises pour favoriser une minorité a créé et a accéléré le déficit que aujourd'hui veulent nous faire payer en fait le gouvernement Bayrou. Parce que c'est ça qui est hallucinant, c'est que l'échec de leur politique économique, parce que Pierre nous l'a dit tout à l'heure dans son topo, c'était le fameux ruissellement, etc. C'est un échec total, l'augmentation du déficit, et aujourd'hui, ils veulent nous faire payer, en tout cas à la majorité de la population, l'échec de leur politique, pour continuer évidemment à moins taxer les plus riches et à moins taxer les plus grandes entreprises. Alors il y a une autre chose aussi qui est aussi dans la ligne du gouvernement, c'est la lutte contre la fraude. Alors nous, on n'était pas bien réveillés, on entend Vautrin dire que la priorité du gouvernement, ça va être la lutte contre la fraude. Donc, super, eh ben non, c'était pas la bonne fraude. C'était la fraude, évidemment, sociale. Alors, bon, on le prend avec le sourire, mais on commence à être un peu agacé. On va vous donner quelques chiffres aussi en comparaison. La lutte, la fraude, l'estimation que mon syndicat a faite il y a déjà un certain nombre d'années sur la fraude et l'évasion fiscale en France, elle s'élève à entre 80 et 100 milliards d'euros par an. La fraude sociale s'élève à 13 milliards d'euros. Bon, nous, on considère qu'entre 80 et 100 milliards d'euros et 13 milliards, la priorité, ça serait peut-être d'aller lutter réellement, concrètement, contre la fraude et l'évasion fiscale. D'autant plus que la lutte, que la fraude sociale, parce que quand on entend Vautrin cet été, c'est qu'on a quand même l'impression que la fraude sociale, elle est due aux plus pauvres, et sans dire non plus plutôt aux immigrés, etc. Bon. Il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui nous dit que, en fait, la fraude sociale, elle est avant tout faite par les employeurs avec le travail dissimulé, le non-paiement des cotisations sociales, patronales, etc. Et troisième chose aussi, par la fraude contre les cotisations sociales, mais aussi par les médecins eux-mêmes. Donc, on voit bien que ce n'est ni la faute aux plus pauvres, ni la faute aux immigrés de cette fraude sociale. Donc oui, nous sommes nous aussi pour lutter contre la fraude sociale, mais la vraie fraude, c'est-à-dire celle engrangée par le patronat, les employeurs et les médecins libéraux. Sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors, il y a quelqu'un que connaît bien Éric, puisqu'il l'a interrogé récemment. Le premier président de la commission de la Cour des comptes a été interrogé il n'y a pas longtemps par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et il a commencé à dire qu'en fait, il n'y avait plus de grain à moudre par rapport à la fraude et l'évasion fiscale. Que l'estimation qui avait été faite par un certain syndicat, donc le nôtre, Solidaires Finances Publiques, n'était pas vraiment réaliste, que rien n'avait été prouvé. Sauf que ce monsieur, donc monsieur Moscovici, oublie quelque chose, c'est qu'il y a eu quand même quelques études, en particulier faites par l'INSEE, et l'INSEE récemment a prouvé que notre estimation, par exemple, rien que sur la fraude à la TVA, était la bonne. C'était à peu près 20 milliards d'euros de fraude à la TVA par les plus grandes entreprises. Donc notre estimation, qui est souvent critiquée par le pouvoir public et en particulier par les gouvernements, en fait, ils n'ont jamais
démontrer que notre estimation était pas valable, et parce que a priori ils ne le peuvent pas, puisque notre estimation, bon, c'est pas pour nous donner un peu, mais si quand même un peu, est quand même une bonne estimation, et qu'on n'a pas fait ça au doigt mouillé comme a priori est en train de faire le budget par François Bayrou. Mais cette lutte contre la fraude fiscale, si on pense que c'est une priorité au vu des sommes qui sont aujourd'hui détournées, quand vous fraudez entre 80 et 100 milliards d'euros par an, cette somme-là, c'est de l'argent en moins pour la majorité de la population, pour les services publics, pour l'égalité, etc. Donc ça, il faut aussi avoir ça, et pour, évidemment, notre modèle social. Donc lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ça veut dire donner les moyens pour cette lutte. Donner les moyens, ça passe évidemment par plusieurs choses. C'est arrêter, par exemple, les suppressions d'emplois dans la fonction publique, les services publics, et au cas particulier à la Direction générale des finances publiques, qui est l'administration aujourd'hui qui est centrale dans la lutte contre la fraude fiscale. Mais a priori, ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque le budget annonce une fois encore de très nombreuses suppressions d'emplois dans la fonction publique en général, et dans notre administration, a priori, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'en 2026, on aurait encore 550 nouvelles suppressions d'emplois. Rappel, notre administration, la Direction générale des finances publiques, qui a été créée sous Sarkozy suite à la fusion des impôts, en gros, de la direction des impôts et de la direction du Trésor, donc en 2008. Depuis 2008, notre administration a perdu 30 000 emplois. 30 000 emplois ont été supprimés dans notre administration. Depuis 5 ans, c'est plus de 4 000 emplois qui ont été supprimés rien que dans le contrôle fiscal. Donc vous comprenez bien que quand on supprime nos emplois, et en particulier dans la sphère du contrôle fiscal, ça veut dire que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'est pas une priorité. Donc une des revendications serait évidemment de ne pas supprimer des emplois dans aucun service public et aucune fonction publique, et en particulier la question à la Direction générale des finances publiques. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est donc donner des moyens humains, des moyens techniques, mais aussi des moyens législatifs. Bon. Et aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, alors vous savez, quand les gouvernements arrivent, nous, on parie toujours sur, tiens, lequel va nous faire la loi contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous savez, on a eu beaucoup de ministres qui, les yeux dans les yeux, ont promis de lutter contre la fraude fiscale. Je ne vous rappellerai pas certains. Et on a toujours eu, à chaque nouveau ministre, soit des finances, etc., on a toujours un plan contre de lutte. La dernière en date, alors on attend celle de Montchalin, qui a l'air de vouloir aussi rester dans l'histoire. Donc on attend sa prochaine loi bientôt. Donc on a eu celle, en tout cas il y en a une qui nous fait beaucoup de mal sur la question du contrôle fiscal. C'est celle qu'on appelle la loi ESSOC. La loi ESSOC de 2018 qui en fait transforme totalement l'esprit du contrôle fiscal. Vous savez que le contrôle fiscal, c'est en fait le pendant du système déclaratif des impôts. Et c'est ce qui, pour nous, en tout cas, on considère, et on pense qu'on a plutôt raison, c'est ce qui crée l'égalité devant l'impôt de tout le monde. Bon, sans contrôle fiscal, il ne peut pas y avoir d'égalité face à l'impôt. Et aujourd'hui, la loi ESSOC a totalement transformé l'état d'esprit du contrôle fiscal. Maintenant, on doit presque s'excuser auprès des entreprises, en particulier, d'aller faire un contrôle fiscal. On nous empêche même de plus en plus d'aller sur place faire un contrôle fiscal, parce qu'il paraît qu'on aurait tous les moyens pour faire du contrôle fiscal à distance. Je vous assure que ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc en gros, l'idée, c'est de ne pas être
intrusif auprès des entreprises. Et petit à petit aussi, on nous dit, mais on essaye de nous dire que, en fait, il faut faire de la productivité, etc., dans le contrôle. Donc, on a du data mining, de l'intelligence artificielle. Mais sur le contrôle fiscal, il n'y aura rien de mieux que l'intelligence humaine. Et celles et ceux, en particulier, des agentes et des agents des finances publiques. Donc ça, il faut aussi faire donner les moyens à ce que la DGFiP et l'ensemble des administrations qui s'occupent du contrôle aient les moyens humains et techniques de le faire. Donc, dernière chose, il faudrait aussi en finir avec les petits arrangements entre amis. Alors, les petits arrangements entre amis, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des règlements d'ensemble. Alors, les règlements d'ensemble, c'est un truc qui est en dehors de tout clou les législatifs, parce qu'il n'y a rien qui entoure ce dispositif. Et c'est en gros un arrangement entre l'administration fiscale et ceux et celles qui viennent d'être contrôlés. Alors, sachez que ça ne va pas être vous. Si vous êtes contrôlé un jour, ça ne sera pas vous, ça sera ceux qui auront les moyens déjà de se dire « Ah bah tiens, ça existe ». Donc déjà, peut-être un avocat fiscaliste qui serait très au courant de tout ça. Donc, à la suite d'un contrôle fiscal, normalement, vous avez des rehaussements. Voilà. Et les plus riches et les plus grandes entreprises peuvent négocier. Voilà, en toute impunité, mais surtout en toute opacité, le règlement de cette dette vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont fraudé. S'ils ont un rehaussement, c'est qu'ils ont quand même, fraudé quelque part, ou oublié, parce que maintenant, il y a oups, vous avez le droit à l'erreur. Donc peut-être, ils ont fait quelques erreurs, et donc vous avez cette possibilité de règlement d'ensemble. Et ce petit truc est de plus en plus connu des plus riches et des grandes entreprises, et ça coûte à l'État, cette année, 2,6 milliards d'euros. Et on s'est aperçu que petit à petit, ça augmente. En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont soumis à contrôle fiscal, qui doivent de l'argent à l'État, qui vont aller régler entre amis avec l'administration fiscale. Et le plus honteux là-dedans, c'est que les inspecteurs et les inspectrices qui ont fait le contrôle fiscal, qui ont fait le rehaussement, sont mis totalement de côté et n'ont pas leur mot à dire par rapport à cette négociation autour du règlement d'ensemble. Donc c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui doit être connu et qui doit être évidemment critiqué et surtout demander à ce que ça n'existe pas et plus. Pour terminer, parce que Eric nous a demandé qu'est-ce que serait un budget qui, pour nous, aurait du sens. Ça serait un budget, évidemment, où la justice fiscale, où la justice sociale et la justice environnementale seraient au cœur de ce budget. Un budget, évidemment, pour l'égalité, un budget pour que les plus riches soient taxés, pour que le patrimoine soit taxé, pour que la régressivité de l'impôt cesse et qu'il y ait une vraie progressivité de l'impôt, en particulier de l'impôt sur le revenu, mais aussi de l'impôt sur les entreprises. Et c'est tout ça qu'on mettra aussi devant et en revendication dans la rue, et on espère le plus tôt possible. Merci à vous. Merci Sandra. En transition d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait une nouvelle malheureusement très, très heureuse, mais je voulais profiter de la présence de Sandra pour rendre hommage aux 12 agents de la DGFiP qui se sont suicidés depuis le 1er janvier, plus 9 tentatives. C'est quelque chose sur laquelle j'ai interrogé les ministres des Finances lors des auditions et sur lequel les réponses m'ont laissé, le moins qu'on puisse dire, assez pantois, parce que considérer que autant de suicides en si peu de temps dans une administration qui est une de celles qui a le plus subi les baisses d'effectifs et puis à certains moments aussi le perte parfois de sens par rapport justement à leur rôle
en termes de fonctionnaires. Je pense que c'est quelque chose qui devrait interroger davantage les ministères. Bien, ça a été dit, on est dans un moment où on a un budget, et je pense qu'on pouvait, de manière normale, interroger chacun des budgets de l'ère Macron depuis 2017, et à mon avis, censurer chacun de ces budgets. Mais celui-ci, il vient dans un contexte particulier qui aggrave encore la chose. Ce contexte particulier qui le rend finalement... ils font plus de bruit que les chasseurs, ce qui est plutôt satisfaisant. Mais ce contexte particulier qui le rend, j'allais dire, peut-être encore plus irresponsable, c'est qu'il coche aucune des cases du moment. Le moment, c'est quoi? C'est que d'abord, premièrement, depuis l'élection de Trump et l'arrivée de Trump au pouvoir, on peut dire qu'on change de période économique. Autrement dit, le capitalisme est appuyé depuis des années, en gros une trentaine d'années, sur le libre-échange comme mode d'accumulation du profit, comme mode opératoire. Et avec Trump, on voit bien qu'on rentre dans une période de concurrence commerciale accrue entre des puissances, entre des blocs économico-politiques, qui évidemment a des incidences absolument essentielles, avec là encore des réactions qui pour l'instant ne font que nous inquiéter. Les négociations qui viennent d'avoir lieu, et vous allez voir l'impact budgétaire que ça peut avoir, les négociations que Ursula von der Leyen a acceptées par rapport à Trump, c'est-à-dire 15% de droits de douane seulement, entre guillemets, mais d'un autre côté, le fait de garantir d'acheter pour 750 milliards d'énergie aux Américains, ça veut dire, on sait ce que c'est, hein. C'est ce qui est issu du gaz de schiste, ce qui est issu éventuellement des futures exploitations en Alaska, etc. Donc d'un point de vue environnemental, c'est dramatique, sans compter les 600 milliards d'investissements promis aux États-Unis. Alors on voit bien que la question de l'investissement en Europe est évidemment posée. Cette première question, ce budget, on va le voir, ne répond pas. C'est-à-dire qu'il ne place pas notre pays dans une situation de répondre à ce qu'implique cette guerre commerciale. Et cette guerre commerciale, elle implique au moins le fait d'une reconquête d'une souveraineté industrielle, agricole, etc., évidente, parce que c'est la première réponse quand vous subissez une guerre commerciale, et notamment des taxations de douane. Le deuxième contexte, c'est qu'on a un mode de production capitaliste qui est en train de remplacer un certain nombre d'industries, en tout cas dans les pays européens, d'industries soit vieillissantes, soit concurrencées de manière très forte par les pays asiatiques, par une autre production qui est celle de l'armement. Autrement dit, en gros, par exemple, et le cas de l'Allemagne est évident, on a une industrie allemande qui est en train d'être remplacée par l'industrie de l'armement, avec là aussi évidemment des conséquences budgétaires. Le fait d'avoir accepté les diktats de Trump de monter à 5% du PIB l'industrie de l'armement, même si c'est en fait 3,5% du PIB plus 1,5% d'investissement, qui pour Trump équivaut, vu où on est en termes d'autonomie, l'Europe par rapport à l'armement, le fait de faire marcher les usines américaines de production d'armement. Mais ce fait-là, évidemment, quelque chose qui est absolument décisif dans un moment, justement, où je l'ai dit, la question de l'investissement, et je vais y venir tout à l'heure, notamment de l'investissement en matière écologique, serait fondamentale. Il y a donc un choix, et ce choix, il est fait alors très fortement en Allemagne. Je le redis parce que ça devrait nous interroger. L'Allemagne va investir 500 milliards d'ici quelques années, principalement dans l'industrie d'armement. Ils vont en plus de ça, et ils ont décidé, ce qui est absolument décisif en Allemagne, d'en finir avec la règle constitutionnelle qui les empêchait d'avoir des déficits. Ils vont avoir des déficits pour investir environ, par exemple, 80 milliards de plus cette année par an, hein, dont la moitié environ sur l'industrie d'armement, quand nous, on investira quasiment zéro, ou un peu sur l'armement, certes, ce qui est problématique, mais je veux dire, qui sera évidemment loin de pouvoir répondre aux défis que l'Allemagne nous projette, avec en plus de ça, mais ça c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder trop longtemps, le fait que quand le chancelier allemand explique qu'il souhaite que l'Allemagne ait bientôt l'armée conventionnelle la plus importante en Allemagne, en Europe, ça devrait quelque part nous interroger, de se demander pourquoi l'Allemagne souhaite à cet objectif. Mais pour l'instant, je le prends d'un point de vue économique. Il y a le capitalisme est en train, évidemment, de s'orienter vers une industrie de l'armement qui pose le problème, évidemment,
de son rôle. Tout simplement parce que quand le capitalisme produit du matériel, il lui faut des débouchés. Bon. Et les débouchés de l'armement, on les connaît, c'est évidemment le fait d'étendre des guerres un peu partout dans le monde, donc avec un deuxième élément qui me semble important. Le troisième contexte, c'est l'échec total de la politique de l'offre et de la compétitivité que pourtant François Bayrou propose de continuer. Bien. Ça, c'est un contexte qui est évident. Pourquoi ? Parce que quel était en gros le pari, Pierre Madec l'a illustré depuis 2017, mais qui était présenté de manière, je trouve, assez honnête par le maire, d'une certaine manière, parce qu'il ne se cachait pas derrière son petit doigt pour le dire, c'était de dire on va favoriser les revenus du capital pour faire en sorte que cette attractivité des revenus du capital avantagés par la fiscalité vont permettre une politique de ruissellement. Autrement dit, pour reprendre le théorème de Schmitt, le chancelier allemand dans les années 80, les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et l'emploi d'après-demain. C'est exactement le pari qui a été fait avec une politique qui, effectivement, a fait des cadeaux fiscaux comme jamais on a vu en France par rapport aux détenteurs des capitaux. Bon. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un bilan. Alors ce bilan, il devrait interroger. Le bilan, c'est que jamais en France, depuis l'Ancien Régime, les inégalités ont été aussi fortes. C'est ça le premier contexte. C'est-à-dire que de l'argent a été donné. On voit bien que, d'un point de vue des chiffres économiques, ça a marché pour les dividendes. Les dividendes ont explosé. On est champion d'Europe des dividendes aujourd'hui. Par contre, quand on prend les différents critères, c'est un échec patent et un échec catastrophique. C'est ça le bilan qu'on peut en tirer. Alors quand je dis accumulation des inégalités, je donne seulement 2 chiffres. Il faut bien les comprendre. Le premier, alors je ne sais pas si c'est l'OFCE ou... Enfin, ça doit être des amis à vous, d'une manière ou d'une autre. Bon, oui, non, c'est Challenge qui a fait ça d'après les statistiques, mais enfin, qui est connu. C'est que les 500 plus grandes fortunes de France, aujourd'hui, possèdent un tout petit peu moins de 40% du patrimoine national, à elles seules. Bien. Elles ont doublé leur patrimoine depuis 2017. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en une échelle aussi courte, de ce que ça signifie. Bien. Donc ça, c'est un premier chiffre absolument évident sur une explosion des inégalités. Et il y en a un deuxième intéressant qui avait été fait par IPP avec Bercy, d'ailleurs, qui s'était appuyé sur les chiffres de Bercy, qui montrait que les 75 milliardaires de ce pays étaient en gros taxés de manière globale au niveau de leurs revenus à 25-26%. Alors comment ça se fait ? Simplement, ils payent quasiment plus d'impôts sur le revenu. Certains payent 0% d'impôt sur le revenu parce que à partir du moment où Emmanuel Macron a permis une fiscalité qui avantage les revenus du capital et les revenus professionnels, ils ont fait migrer en quelques années leurs revenus personnels vers des revenus dits professionnels qui sont la plupart du temps des actifs financiers. Bien. Et cette migration fait qu'ils ont été beaucoup moins taxés. Alors rendez-vous compte d'une chose, c'est que ce chiffre-là, si vous transposez ce à quoi seraient assujettis ces mêmes personnes s'ils étaient assujettis à l'impôt sur le revenu, en gros à peu près à plus de 50% en taux marginal de leur imposition, et le fait qu'ils ne payent en gros que 25% globalement de taxes sur le revenu global, eh bien c'est une perte pour l'État de 16 à 18 milliards d'euros par an. Autrement dit, ce n'est pas juste une explosion d'inégalités, c'est que c'est une grande partie de l'argent qui manque chaque année pour expliquer justement l'explosion des déficits. Donc c'est la deuxième caractéristique, cette explosion des richesses. Alors vous me direz, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Alors moi je me rappelle Bruno Le Maire, c'était en mars 2024, expliquant, c'était une usine Renault en Seine-Maritime, disant que la réindustrialisation de ce pays était la plus grande victoire du macronisme. Bon. Alors, écoutez ça, c'est absolument foudroyant. Les chiffres sont patents. Et ils se sont certainement aggravés avec les chiffres 2024 par les pertes d'industrie. Mais il faut savoir que la part de l'industrie, en France, je ne donne qu'un seul chiffre. Je pourrais vous parler de la part de l'emploi industriel. Mais pour la première fois de toute la Ve République, et à moi même la première fois depuis la Libération, la part de l'industrie en France est passée en dessous de 10% du PIB. C'est ça la réalité. Bon. Donc il n'y a pas de réindustrialisation, c'est absolument faux. Au contraire, je pense qu'on est dans une nouvelle période de désindustrialisation massive du pays. Tu as parlé de la création d'emplois, mais outre le fait que, et ça c'est vos chiffres à vous, on pense que ça va quand même s'inverser en termes d'augmentation du chômage assez rapidement dans la situation actuelle. Mais c'est vrai qu'une grande part de ces créations d'emplois sont dues par exemple à une explosion de l'apprentissage.
je ne pense pas qu'on puisse considérer que le modèle d'emploi créé dans ce pays soit celui de l'apprentissage. 900 000 apprentis. Mais c'est aussi, par exemple, le fait qu'on a eu un nombre d'auto-entrepreneurs absolument historique. 700 000 auto-entrepreneurs qui, en gros, sont l'exemple même du travail à la tâche du 19e siècle, avec effectivement moins d'entrées en termes de cotisation, de rentrée fiscale, etc. Bon, la pauvreté, j'en parle même pas, on a un record absolu. Et donc, on a un bilan qui est absolument catastrophique. Et dernier point qui marque le contexte, là également, qui marque l'échec de cette politique, c'est que, alors même qu'on nous parle d'économie de guerre, la question de l'urgence climatique, l'urgence environnementale, qui produit, à mon avis, la seule dette qui soit insupportable, c'est-à-dire la dette écologique. Parce que celle-là, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous permettre de la léguer à nos enfants et nos arrière-petits-enfants parce qu'elle n'est ni négociable, ni annulable et autres. Cette politique-là est une politique absolument de bilan catastrophique. Songez que l'an dernier, la part de l'investissement global public-privé dans l'environnement a baissé en France. C'est ça la réalité. Elle a baissé de manière brute de 3%. Bon. Toutes les études disent, que ce soit le rapport Pisani-Ferry, Mahfouz, Pisani-Ferry étant un économiste qui était proche de Macron en 2017, ou le rapport, par exemple, les rapports que produit I4C, c'est un think tank qui travaille sur la question environnementale. Ils s'accordent tous pour dire qu'il faudrait en gros aller, d'ici 2030, chaque année, maintenant, 50 milliards de plus d'investissements publics pour l'écologie en plus. L'an dernier, ça a été un budget de moins 2 milliards. Et le prochain budget annoncé, ça va être du même acabit. Donc c'est une catastrophe évidente. Et j'allais dire qu'elle se lie évidemment à travers le prochain budget dans ce qui est prévu. Moi, je veux bien que François Bayrou se déplace dans l'Aude pour dire des mots de contrition par rapport au premier méga-feu de l'ère climatique qui a eu lieu dans l'Aude il y a quelques semaines de cela. Mais dire ça et en même temps ne rien mettre à la hauteur en termes de moyens, en termes de Canadair, en termes de moyens humains, en termes de moyens accordés aussi à des opérateurs qui voient leur budget baisser depuis des années, que ce soit l'ONF, l'Office français de la biodiversité, etc., c'est évidemment une politique absolument criminelle d'un point de vue climatique. Bon. Donc je crois que le contexte, c'est un contexte qui, à tous ces aspects, nous permet de dire que, effectivement, le budget qui s'avance ne répond pas à tout ça. Sur la question de la dette, ça a été dit tout à l'heure. Bon, alors François Bayrou nous refait des discours absolument stupéfiants. Enfin, déjà, se permettre à nouveau de nous expliquer que la dette du pays est de plus de 3 000 milliards d'euros. Bon, quand nous savons que cette dette-là équivaut à un stock, que ce stock, il est basé sur le nombre d'années où on rembourse la dette en France, qui est un peu plus de 8 ans. Ça ne veut, c'est-à-dire expliquer qu'à un instant T, on est endetté à hauteur de 3 000 milliards, quand cette dette se répartit sur plus de 8 ans, c'est quelque chose déjà qui ne veut rien dire. Bien. La seule dette qu'on pourrait entendre, c'est la dette par rapport au PIB. On est à peu près à 2% du PIB. Dans leurs estimations, on va monter à 2,6% du PIB. Alors c'est certes trop. Moi, je ne crois pas qu'il faille cultiver la dette pour la dette, mais en tout cas, on est loin, j'ai des espèces des effets de manche qu'il nous donne, où par exemple, il nous explique que bientôt, la charge de la dette va être le premier budget de France, comme si la charge de la dette de 70 milliards d'euros par an qu'ils annoncent pour 2030 était de l'argent qui ne servait à rien. Donc la question, elle n'est pas tant de savoir si la France est trop endettée. Pour l'instant, à chaque fois que la France fait un emprunt sur les marchés financiers, il y a à peu près 10 à 20 fois plus de demandes que la France propose, parce que ça reste une place absolument sûre, ne serait-ce que parce que, on le dit rarement, mais on a en France, de par notre patrimoine, à peu près 8 fois plus d'actifs que de passifs. Donc faire peur aux gens, laissant penser, comme l'avait fait déjà Fillon il y a quelques années, qu'on est un pays au bord de la faillite, que c'est absolument la chose essentielle, et quelque chose qui, à mon avis, d'abord ne sert à rien d'un point de vue de la confiance économique, mais en plus qui est évidemment faux, surtout que c'est faux, pour faire en sorte de baisser les dépenses publiques. Donc il faut le dire, la dette en France aujourd'hui est supportable. Ce qui est insupportable, c'est ce à quoi elle sert. Avoir une dette qui sert à investir en matière écologique, avoir une dette qui sert à investir dans les écoles, une dette qui sert à investir dans les hôpitaux, en espérant que cette politique va permettre une politique de la relance de l'activité qui elle-même va créer un cercle vertueux pouvant amener des cotisations, pouvant amener de la fiscalité, est une bonne chose. La dette qui a été créée depuis 2017, le problème, c'est ce que tu disais Pierre, c'est qu'essentiellement elle a été créée pour faire des cadeaux fiscaux au capital.
C'est ça qui est insupportable. On paye par la dette les cadeaux fiscaux qu'on a fait au capital. Et donc, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut en premier lieu remédier. Et pour répondre à ce qui n'est pas tous des cadeaux fiscaux, mais pour répondre à François Bayrou, quand il explique cette déclaration imbécile disant que la dette, c'est 500 € par seconde. Mais on pourrait lui dire que si on regarde les 211 milliards, 5 000 € par seconde. 5 000 € par seconde. Mais si on prend 5 000 € par seconde, moi je pourrais lui rétorquer que le rapport qui vient de sortir du Sénat expliquant qu'il y a 211 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie quasiment chaque année, ça fait 6 700 € par seconde. Alors à ce compte-là, on pourrait dire que la dette nous coûte 5 000 € par seconde et les aides aux entreprises sans contrepartie coûtent 6 700 € par seconde. Enfin, les deux, je ne dis pas que ma comparaison, je ne dis pas que mon chiffre a une valeur quelconque, mais c'est juste pour montrer le caractère imbécile de ça. Donc la question de la dette, à mon avis, ne se pose que dans à quoi sert la dette. La dette n'est pas mauvaise en soi. La dette, il faut l'interroger sur à quoi elle nous sert. Et c'est évident qu'à mon avis, elle ne peut pas servir en tout cas à faire des cadeaux fiscaux au capital. Bien, par rapport à ça, évidemment, et je vais arriver à ma conclusion moi aussi, c'est par rapport à ça qu'il faut juger le budget qui se présente à nous. Et de ce point de vue-là, c'est un budget Barnier, Bayrou bis, en pire et en plus grave. Bon. En gros, le budget qui s'est conclu l'année dernière, c'était 35 milliards d'euros d'économie. Alors là-dessus, attention, parce qu'ils nous font le coup chaque année où ils modifient leur budget chaque année. Là, on en est maintenant à 15,6 milliards de budget prévu en moins que celui qui a été voté. Même pas voté, puisqu'il est passé par 49.3. C'est-à-dire qu'ils font des annulations de crédit en cours d'année qui, évidemment, d'abord rendent assez insincère leur budget, mais en plus aggravent la note. Enfin, là, ils prévoient, cette fois-ci, 43 milliards. Sur les 43 milliards, il y a 10% qu'ils prétendent, j'allais dire, imputer peut-être aux plus riches. Et encore, il va falloir voir, parce que les mesures qu'ils mettent sur table sont des choses qui me laissent très, très dubitatif sur le rendement que ça peut apporter. Tout le reste, c'est une fois de plus les services publics, une fois de plus les travailleurs qui vont le payer. Que ce soit par l'année blanche, c'est-à-dire le gel des prestations, le gel des pensions de retraite, les gels des indemnités de chômeurs, que ce soit peut-être ces 2 jours fériés de travail gratuit donnés par les travailleurs pour... on ne sait pas très bien d'ailleurs au fond pourquoi, mais en tout cas, ça sera du travail gratuit. Que ce soit, j'allais dire encore, là encore, des restrictions budgétaires absolument dramatiques, hors les 3 ministères régaliens que sont la Défense, la Justice, mais surtout l'Armée, qui, elle, va bénéficier d'une augmentation de 6,7 milliards. Je vous donne juste en quelques chiffres ce que prévoit justement ce budget pour bien comprendre en quoi ça va être un budget qui va couper des budgets extrêmement importants. Alors, ce que ça annonce, c'est sport, jeunesse, vie associative, 314 millions d'euros en moins, moins 18%. Aide publique au développement, moins 16,7%, qui est le budget qui, depuis plusieurs années, est le budget qui, j'allais dire, peut-être est amputé de manière la plus dramatique, qui a y compris des conséquences climatiques, parce que le GIEC note à quel point la question justement du réchauffement se joue, y compris dans les pays du Sud, vis-à-vis desquels les pays du Nord ont une responsabilité accrue. Et cette aide publique au développement qui va baisser, évidemment, elle a des impacts là-dessus. Budget solidarité, insertion, égalité des chances, 2 milliards d'euros en moins. Culture, 6,3% en moins. Relations avec les collectivités territoriales, 5,9% en moins. Travail-emploi, 5,5%. Agriculture, alimentation, forêt, je parlais tout à l'heure des incendies, moins 5,4%. Cohésion des territoires, c'est-à-dire la politique du logement, qui est une politique en déshérence depuis des années, moins 5,1%. Outre-mer, moins 4,4%. Enseignement scolaire, 439 millions d'euros en moins. Ça équivaut à 7300 postes de professeurs fermés et dans 3135 classes et 3000 fermetures, 3135 classes de primaire. Tout ça pour vous dire que ce bilan-là, ce qui s'avance vers nous, est un budget absolument catastrophique. Il va être catastrophique pour l'État, pour donc les services publics. Il va être catastrophique d'un point de vue récessif, parce que chacun sait que ce qui supporte l'économie en France, quand tout va mal, c'est la consommation populaire. Et que si vous éteignez les feux de l'activité économique, vous réduisez la consommation populaire. Et ça, c'est un effet récessif qui, elle-même, va finalement entraîner elle-même plus de déficit parce qu'il y aura moins d'entrées de cotisation, moins de fiscalité. Je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue climatique, on est absolument
plus que loin d'ailleurs des chiffres qu'il faudrait annoncer. Et donc, voilà ce vers quoi aujourd'hui ce qu'on nous propose. Alors, tout ça me rappelle quelque chose. C'est que, évidemment, il y a une autre politique qui est tout à fait possible, que nous, on met en place. Cette politique, c'est d'aller récupérer en premier lieu tout l'argent qui a été mis. Et très franchement, entre par exemple la taxe Zuckman qui propose de taxer le patrimoine, c'est-à-dire d'intervenir justement sur cette possibilité qui a été pour les plus riches de transposer une partie de leurs revenus vers les impôts, vers leurs revenus professionnels. L'idée est de taxer de 2% minimum le patrimoine. On pense que ça rapporterait 15-20 milliards. La deuxième taxe Zuckman, qui est une taxe essentielle sur les multinationales, et Sandra connaît bien le problème puisque c'est la question des prix de transfert, autrement dit, la manière dont les multinationales aujourd'hui exportent leurs profits vers des pays à fiscalité privilégiée. C'est-à-dire que vous avez Total, ils font un quart de leur chiffre d'affaires en France, ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France, ça s'est un peu changé depuis quelques temps, et en fait, on s'aperçoit qu'ils payent par contre leurs bénéfices dans des pays comme l'Irlande et autres. Bon, la taxe Zuckman qui permet de rectifier ça peut rapporter 20 milliards. Un ISF climatique pourrait rapporter 15 milliards. Sans aller très loin, on peut facilement récupérer 70 à 80 milliards d'euros. Et je dis sans aller trop loin, c'est exactement ce qu'avait voté l'Assemblée l'année dernière quand on a pu voter les amendements qu'on avait proposés, c'est-à-dire d'aller chercher du côté des recettes des plus riches et des multinationales, de quoi redonner de l'argent, permettre d'investissement. Deuxième chantier, les 211 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est ça le plus gros budget du pays, c'est 7 points de PIB. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter toutes les aides aux entreprises, mais moi, je préfère qu'on nationalise Alstom, par exemple, et qu'on mette de l'argent pour nationaliser Alstom. Je préfère qu'on mette de l'argent pour aider les entreprises comme Duralex, plutôt que de mettre de l'argent sans contrepartie, qui pour partie se transforme en dividendes. Le pire exemple étant, par exemple, les différents crédits d'impôt, comme crédit impôt recherche, où chaque année, on donne de l'argent à Sanofi pour qu'il supprime des postes de chercheurs dans ce pays. Et puis, troisième élément, et se terminera parce que je vois Manon qui est affolée par l'heure. Troisième élément, c'est penser que cette politique de relance par la bifurcation écologique permettrait justement à son tour de permettre un cercle vertueux. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que c'est le budget qui s'avance. Je ne vois pas d'autre solution que de le censurer. Et la bonne nouvelle, c'est que moi je prends les paris. J'avais parié que le gouvernement Barnier serait censuré. Le pari a été atteint, il a été censuré. Moi, je pense que ce budget ne passera pas le mois de septembre. Allez, peut-être début octobre. Ça va dépendre de savoir si certains veulent le censurer une fois qu'il sera présenté. Ce budget va être censuré. Il doit être censuré. Il doit être censuré parce qu'il est minoritaire et surtout, j'espère l'avoir prouvé aujourd'hui, il n'est pas ce qui correspond au pays et aux besoins de la population. Et il n'y a pas de bon budget qui ne commence pas d'abord par la question du besoin des populations et la question de la bifurcation écologique. Merci. Voilà, on va prendre les questions. Donc c'est Manon et je propose qu'on alterne à chaque fois un homme et une femme. Alors je propose qu'on prenne une série de... On a une série de 6 questions et puis après on répond et on recommence. Ouais. On a eu une demi-heure, non? Un, deux. Oui. Est-ce que je peux causer? Oui, alors, moi, ma question est relativement simple. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est raconté. Il y a une loi, c'est la loi de 73 sur la fabrication de la dette, qui était la loi Giscard, Rothschild, Pompidou, et qui a interdit la création de la monnaie par la Banque de France. Alors qu'on savait pertinemment avant 1973 que si on voulait construire un hôpital, il suffisait d'augmenter tant soit peu les cotisations pour pouvoir construire les hôpitaux, voire presque sans intérêt. Et du fait que la Banque de France soit propriété de la France, ben, on n'était pas du tout dans le domaine privé. Alors pourquoi on ne parle plus de ce sujet et pourquoi ce ne serait pas aussi une façon de régler une partie de la dette qui n'existait pas avant 1973? Merci. Oui, bonjour. D'abord, merci pour tous les éléments d'information que vous nous avez donnés tous les trois,
qui sont très claires, qui vont être répercutées, en tout cas dans mon syndicat d'artistes. Je voulais juste intervenir sur une chose, c'est, vous en avez parlé un peu, mais il me semble que le fait que l'économie de guerre qui s'annonce est fondamentalement ce qu'il y a derrière tout ce budget et tout ce qui a été expliqué sur ce qui se passe en Europe. C'est une guerre physique, c'est une guerre de marchands de canons et c'est une guerre sociale par la même occasion contre nous, et c'est une guerre commerciale, c'est-à-dire que c'est la guerre. Voilà, c'est ce que moi je ressens, et c'est ce qu'on ressent en tout cas chez les artistes. Juste dernière chose, c'est pas exactement le même sujet, mais on a beaucoup plus que 6% de baisse de notre pouvoir d'achat depuis au moins 10 ans. Et en ce qui concerne les compagnies, les théâtres que je connais, ils vont fermer. Il y en a 4 à Toulouse qui risquent de fermer. Il y a une compagnie, la mienne, qui est repassée à 0% de subvention, etc., etc. J'en parle parce que j'en entends pas assez parler quand même des artistes qui ne sont pas les vedettes, mais qui sont 100 000 en France. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait levé... Ah, excusez-moi. Ouais, là-bas, c'est vous qui avez... Et après, il y avait une dame... Ouais, c'est femme-femme. Bonjour, alors j'ai brièvement feuilleté la brochure sur le budget 2025 qui est très intéressante et que je suis impatient de lire lorsque je rentrerai chez moi, plus en détail. Mais en la feuilletant brièvement, il y a un sujet que je n'ai pas remarqué et dont il a été fait mention par Madame juste avant moi et dont vous avez parlé au tout début, enfin durant votre intervention, Monsieur Coquerel, c'est le budget de la guerre. Vous en avez parlé en Allemagne qui vont débloquer le déficit pour financer ça. Il me semble, si je ne me trompe pas, et qui dans ce cas-là serait assez intéressant à remarquer, le budget du ministère de l'Armement est le seul qui n'a non seulement pas baissé durant le budget 2025, mais si je ne me trompe pas, a augmenté ou alors est prévu d'augmenter sur l'année prochaine. En tant que jeune, la militarisation, c'est un sujet qui me concerne, étant donné que c'est ce qui me pend au nez dans les années à venir. Et j'aimerais savoir quelles sont les positions de la France insoumise, puisqu'il n'y a pas de mesures pour faire baisser le budget, en tout cas de ce que j'ai vu brièvement sur cette brochure. Merci. Et une dame et quelqu'un qui avait levé la main. Ah, bah non, bah du coup, j'alterne femme-homme en fait. Donc, oui. Il y a une dame qui avait levé la main là-bas. Bonjour. Alors, on censure, ok, super. Mais on fait quoi après? Parce que ça ne suffit pas de censurer le budget. Moi, je pense que, je ne sais pas ce qu'ils feront au-dessus, là, mais bon, la logique, c'est qu'ils vont continuer. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Ça ne me suffit pas. Il y en a encore deux. Donc, excusez-moi, il y a un monsieur. Quelqu'un avait levé la main au fond. Voilà, vous êtes là. Enfin, est-ce que c'est vous? Ah, c'est vous, voilà. Vous avez levé la main. Et puis, j'avais vu une autre main. Du coup, c'est une question posée par une femme parce qu'on alterne. Donc, si quelqu'un... allez-y. Je voulais questionner le changement de stratégie en fait dans le discours entre les années précédentes où effectivement il y avait au moins sur les années précédentes où il y avait au moins cette volonté de nous enfumer sur la logique de ruissellement et vous inquiétez pas, ça sera pour que ça aille mieux pour tout le monde. Et on est passé sur un discours où carrément c'est juste, en fait c'est la merde, il n'y a plus de sous et faut que tout le monde fasse des efforts. Alors, quelle est la logique un peu sous-jacente politique, en termes de stratégie politique de ce camp-là, de passer d'un discours d'enfumage à un discours beaucoup plus frontal, voilà. Merci. Et alors, donc une dernière question là-bas. Et on passera aux réponses.
Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je suis activiste écologique au sein des Soulèvements de la Terre et je lutte particulièrement contre les grands projets inutiles en France. Et c'est peut-être un sujet qu'on aborde moins, alors que c'est des projets qui sont chiffrés à des milliards d'euros. Je pense par exemple à la LGV Bordeaux-Toulouse qui a 14 milliards d'euros d'argent public, l'autoroute A69 a plus de 300 millions d'euros. Et je me demandais si ça pouvait être noté dans le motif de censure, parce que c'est vrai que c'est des projets qui servent qu'à enrichir des intérêts privés d'entreprises au mépris de l'écologie, et on n'en parle plus. Donc c'était pour savoir s'il y avait quelque chose de prévu à ce niveau, au moins en reparler. Ça permettrait de remettre au premier plan ces chantiers. Voilà. Merci. Eric, vous pouvez passer On a eu 6 questions. Oui, je vais faire des réponses larges. Peut-être un point, pour rebondir sur la question censure, ok, mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, moi, je n'ai pas répondu à la question est-ce qu'il faut censurer ou pas, mais je suis assez d'accord sur le diagnostic de dire ok, la censure, mais pourquoi faire? La question qui va se poser, apparemment, on a appris en avant-première que le budget ne passerait pas, mais il va quand même falloir un budget. Et donc, il va falloir se poser la question de l'effort. Est-ce que oui ou non, il faut un effort? Peut-être qu'il y a un consensus pour dire qu'il va falloir quand même réduire soit la dépense publique, soit augmenter un peu les recettes, parce que ce dérapage budgétaire que j'ai essayé de mentionner, il est réel, et on peut dire on s'en fiche, mais le fait est que voilà, on a des voisins, on a des marchés qui nous regardent, on a tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il va falloir faire un effort. La question, c'est le montant de l'effort. Alors, du coup, on n'est pas d'accord, mais je pensais qu'on serait d'accord, autant pour moi. Un petit effort, peut-être. Ok, on n'est vraiment pas d'accord, du coup. Mais disons, il faut pas 44 milliards. Nous, ce qu'on dit, c'est 44 milliards, c'est trop. C'est pas tenable, c'est trop brutal. Là, je vous invite encore à lire les documents qu'on a rendus en juillet. Il y a moyen, si l'objectif, une fois de plus, on peut ne pas être d'accord avec l'objectif. Moi, je ne me positionne pas sur l'objectif, mais si l'objectif, c'est stabiliser la dette aux alentours de 110% du PIB, pourquoi pas? Ça peut être moins, ça peut être plus, on fait ce qu'on veut. C'est possible. C'est possible en faisant un effort qui est moindre. Pour sortir des gros chiffres, le gouvernement projette à l'horizon 2030 110 milliards d'euros d'économie. Nous, on dit en fait c'est possible de stabiliser la dette avec 80 milliards. Bon, on peut se mettre d'accord sur 80 milliards. Si vous me dites que c'est beaucoup trop, on se mettra d'accord sur 40, parce que j'ai envie de sortir vivant non plus. On passe sur 40. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas d'effort... Alors, s'il n'y a pas d'effort... Si vous voulez... Alors... On a invité Pierre Madec de l'OFCE. J'ai dit qu'on invitait rarement l'OFCE. Non pas qu'on soit on s'appuie souvent sur les documents, mais on sait qu'on n'est pas forcément entièrement d'accord. Et donc, ça vaut le coup d'écouter, y compris quelqu'un avec qui on n'est pas entièrement d'accord. Disons, il y a 0 effort à faire. Bon, comme ça, la réponse, elle est vite répondue et puis on n'en parle plus. Si jamais on est un peu aventurier et qu'on dit « Ah, on va essayer de faire un petit effort quand même », il faut d'abord chiffrer le montant de cet effort. Et après, vous avez raison, se poser la question de savoir à qui on le demande. Voilà. Et donc, c'est assez facile de se faire applaudir ici. Je suis assez déçu quand même, mais bon. Bref, je pense à l'audience de meilleure qualité. Mais donc, voilà. Une fois qu'on sait, donc, on a le montant de l'effort, on se demande à qui on le demande. Et à qui on le demande? En effet, on pourrait le demander à ceux à qui on a fait, alors on appelle ça des cadeaux, on peut appeler ça des baisses d'impôts, on peut appeler ça comme on veut, mais globalement, c'est quand même les ménages les plus aisés. Après, se pose une question de savoir qu'est-ce qu'on appelle les ménages les plus aisés. Ceux qui défendent la taxe Zuckman, je n'ai rien contre la taxe Zuckman, je pense que d'ailleurs ça devrait être un peu la base, c'est-à-dire cette idée d'impôt minimal. Mais la taxe Zuckman, c'est 1800 foyers fiscaux. Alors on peut dire on va résoudre les problèmes en taxant 1800 foyers fiscaux. On peut aussi se dire, en fait, la taxe d'habitation qui a été supprimée pour tout le monde, si on la remet pour, je sais pas, les 20% de ménages les plus riches, là on n'est pas sur 1800 foyers fiscaux, on est sur un peu plus, ça permet de redonner par exemple des marges de manœuvre aux collectivités locales. On n'a pas parlé de collectivités locales là aujourd'hui. Or les collectivités locales, quand on parle, Madame parlait notamment de la culture, les collectivités locales,
avec la fin de la taxe d'habitation, elles ont des marges de et avec tous les rabais qu'on a fait sur leur dotation de fonctionnement, elles ont des contraintes budgétaires qui sont très fortes. Et parmi ceux qui payent ces contraintes budgétaires, il y a notamment le secteur culturel ou le secteur associatif de façon extrêmement importante. Rétablir une certaine forme de taxe d'habitation, non pas sur 2000 ménages, mais sur 20% des ménages, par exemple, ce qui est une mesure qui a quand même coûté de l'ordre de 10 milliards d'euros. La suppression qui n'était pas prévue dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron en 2017. Mais la suppression de la taxe d'habitation pour tous, c'est entre 8 et 10 milliards. Est-ce que c'est une mesure injuste ? Est-ce que c'est injuste de dire aux gens, vous habitez à un endroit, il faut contribuer un peu à la production des routes, des écoles, je ne sais quoi ? C'est pas certain. Donc on peut réfléchir au-delà de uniquement... si on veut faire contribuer les ménages les plus aisés, on peut dire, on s'intéresse aux 500 les plus grandes fortunes ou aux 2000 ménages les plus aisés, on peut aussi dire, en fait, les riches, comme on les appelle, ils sont peut-être un peu plus nombreux que 2000 en France. Et donc peut-être qu'on peut élargir un peu le spectre et au lieu d'avoir des réponses un peu d'urgence, qui sont des mesures évidemment indispensables de lutte contre la fraude fiscale, je vais citer un grand penseur de notre temps qui est Xavier Niel, qui a dit que la France était un paradis fiscal pour les ultra-riches. Donc il y a peut-être un problème de fiscalité des ultra-riches, mais il y a plus globalement un problème de fiscalité tout court. Il n'est pas certain que les Gilets jaunes demandaient la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. Il n'est pas certain que les 20% de ménages les plus riches étaient en incapacité de s'acquitter de la taxe d'habitation, etc., etc. Et donc, une fois qu'on s'est interrogé sur le montant de l'effort, quand on a répondu 0, après la suite de la démonstration est assez facile, mais si on répond quelques milliards d'euros, je vous laisse mettre un montant, on s'interroge aux outils et au public visé, et évidemment que, sans partir dans de la démagogie de dire que Bernard Arnault va régler à lui seul la dette de la France, il y a un vrai problème de fiscalité, il y a un vrai problème aussi qu'on a assez peu parlé, dont on a assez peu parlé, c'est qu'on a distribué en effet beaucoup d'aides pendant les crises inflationnistes, la crise sanitaire. Il y a une surépargne en France qui est extrêmement abondante. Cette surépargne, de fait, elle est plutôt concentrée dans les mains des ménages les plus aisés. Là aussi, il y a assez peu de mesures dans le budget qui visent à s'attaquer à cette surépargne. Comment on fait pour mobiliser cette surépargne ? Comment on fait ? C'est quoi les réponses sur le patrimoine immobilier ? Alors oui, les riches sont très riches en patrimoine immobilier, mais globalement, les Français sont très riches en patrimoine immobilier. On estime que depuis 2000, il y a à peu près 3 000 milliards de patrimoine immobilier dans la poche des ménages français, juste liés à l'assouplissement des conditions de crédit accordées par la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il y a des réponses en termes de taxation ou de mobilisation de ce patrimoine immobilier ? J'en ai pas vu non plus dans le plan proposé. Et là, on est sur des vraies mesures structurelles qui permettraient de répondre en partie à la question du déficit structurel que je mentionnais dans mon propos introductif, avec des baisses d'impôts non financées et un peu déraisonnées qu'on a pu mettre en place ces dernières années. C'est gentil de ne pas finir par des sifflements. Alors, pour aller un peu dans le même sens, mais de façon sans doute un peu différente, oui, il faut faire de l'effort, mais pour que la justice fiscale, elle soit réelle dans ce pays. Et pour qu'il y ait une justice fiscale, il faut évidemment refonder la fiscalité d'aujourd'hui. Bon, parce que ça, c'est clairement... aujourd'hui, plus vous êtes riche, moins vous payez d'impôts, y compris l'impôt sur le revenu. Parce qu'on a parlé des transferts que les plus riches, les plus grandes entreprises faisaient, mais vous n'avez même pas besoin de faire ces transferts. Pourquoi ? Parce qu'il y a il y a des dispositifs légaux qui permettent aux plus riches de réduire leur impôt. Bon, en gros, si vous ne construisez pas une maison ou un super bateau en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'avoir une réduction d'impôt. Ça vous permet d'avoir, ça s'appelle une niche fiscale, qui permet d'avoir plein de réductions d'impôts, en gros, mais les niches fiscales, elles sont essentiellement pour les plus riches. Éric parlait du crédit d'impôt recherche. C'est qu'une honte, ce crédit d'impôt recherche. Alors, on est hyper axé là-dessus parce que c'est sans doute le crédit d'impôt recherche que les entreprises utilisent le plus et ils obtiennent. Mais c'est un crédit d'impôt, il faut le savoir aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de le contrôler.
c'est-à-dire l'ensemble des niches fiscales qui sont données, mais y compris les aides publiques. Quand on parle d'aide publique, nous, on n'est sans doute pas favorable à retirer l'ensemble des aides publiques. Mais que ces aides publiques, elles soient évidemment données avec contrepartie de création d'emplois, contrepartie de plein de choses, mais y compris de contrôle. Et aujourd'hui, plus personne n'a les moyens de contrôler à la fois les niches fiscales et les crédits d'impôt et les aides publiques qui sont données aux entreprises. Le dernier rapport qui a été fait par le Sénat, alors il y a 211 milliards, si ma mémoire est bonne, qui ont été révélés par ce rapport sénatorial, où et il est clairement indiqué que c'est le minimum qu'ils ont trouvé, puisqu'il n'y a pas d'opacité dessus. Donc déjà, oui, si on introduisait de la justice fiscale, si on introduisait aussi de la transparence sur ce qui était donné ou pas, et à quel niveau et pourquoi, parce que le questionnement sur, par exemple, les réductions d'impôts ou les crédits d'impôts, il faut qu'on réfléchisse à quoi ils servent et à qui en bénéficie. Et malheureusement, on constate que la majorité des crédits d'impôts et les réductions d'impôts ne sont donnés essentiellement qu'à ceux qui sont les plus riches ou même les entreprises les plus grandes. Donc tout ça, c'est des questionnements à avoir. Et oui, alors il faut censurer. Alors moi, l'optimisme d'Éric vont nous dire oui, il sera censuré, même y compris avant, je ne sais pas. Voilà, je suis sans doute moins optimiste. Moi, en tant que responsable syndical, j'espère que ce budget, mais aussi que les politiques qui sont menées aujourd'hui vont être l'étincelle pour qu'il y ait une vraie mobilisation sociale dans la rue, avec des grèves d'ampleur le plus unitaire possible, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra satisfaction, et c'est comme ça qu'on obtiendra satisfaction sur un ensemble de nos revendications. Et nous, en tout cas, c'est de ça dont on discute là ces derniers temps. Alors peut-être certains nous diront, mais oui, vous faites quoi le 10 septembre? Nous, en ce moment, à Solidaires Finances Publiques, on est en train de consulter notre organe directeur, parce que c'est une décision quand même importante pour savoir ce qu'on fera. On aura la réponse dans les jours qui viennent, là, le 27. Mais a priori, alors c'est voilà, on se dessine plutôt sur un appel ferme à la grève aux finances publiques aussi, et on rejoint comme ça un certain nombre de secteurs d'activité pour que ce jour-là, il y ait un vrai blocage de l'économie, parce que si on dit qu'on bloque l'économie, il faut une grève aussi d'ampleur dans un certain nombre de secteurs pour faire reculer le gouvernement. Merci. Moi, je vais essayer de répondre à quelques-unes des autres questions. Alors, la première sur la dette, ça sera un long sujet. Alors, j'ai commis un bouquin, ça s'appelle « Lâchez-nous la dette ». Vous pouvez, à force qu'il soit demandé, il va être réédité peut-être, mais il pourrait être actualisé. Mais oui, c'est vrai. Alors, il y a 73 et il y a la fin de l'indépendance de la Banque de France. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé aussi dans les années 80. C'est-à-dire, dans les années 80, il y a eu tout un ensemble d'arsenals législatifs qui ont fait qu'il devenait obligatoire d'aller sur les marchés financiers pour contracter la dette. Bon, et donc ça a été, c'était plus seulement la fin de ce qu'on a appelé le circuit du trésor, mais c'était le fait d'être complètement assujetti aux marchés financiers. Alors, même si j'ai dit encore qu'aujourd'hui, il faut arrêter, il ne faut pas effrayer les gens, les marchés financiers aiment la dette française, il faut le savoir. Les marchés financiers aiment la dette française parce que dans une période d'incertitude, vous avez toujours besoin à un moment donné de placer, même s'il y a un rapport qui est peut-être moindre que d'autres placements, mais vous avez toujours besoin de placer un certain nombre de vos liquidités sur des placements sûrs. Et la France, ça fait partie des 15 placements sûrs dans le monde. Mais pour autant, je pense effectivement qu'il faudrait s'interroger, qu'il faudrait revenir sur quelque chose qui ne nous mette pas au pied et poings liés par rapport au marché financier. Et de ce point de vue-là, je remarque que la Banque Centrale Européenne a su être complètement, j'allais dire, être contraire au traité européen en décidant au moment du Covid que 20% de la dette européenne était devenue une dette qui n'était plus, qui était une dette propriétaire de nos banques centrales. C'est ça qui s'est passé. Raison pour laquelle moi je pensais qu'il fallait annuler cette dette au lieu d'essayer de charger la barque de la dette des États dans les années à venir, puisqu'elle était due à des conditions exceptionnelles. Sur la deuxième chose, pourquoi font-ils ça? Alors, parce que
ils avaient la théorie de la politique du ruissellement, ça ne marche pas, pourquoi continue-t-il? Moi, c'est une bonne question. Bon, moi, j'ai toujours été assez... au moment où on a fait une commission d'enquête sur l'explosion des déficits imprévus en 2024. Et je me rappelle de Attal interrogé, et Attal dit, c'est vrai ce que dit le président de la commission des finances, la question c'est moins de recettes, c'est pas le fait que les dépenses publiques ont augmenté. Alors je lui dis d'accord, et donc vous avez fait quoi? Il a dit, eh bien, matin, midi et soir, j'ai essayé de réfléchir à comment baisser les dépenses publiques. Bon. Non, c'est véridique, vous pouvez rechercher, c'est en vidéo. Mais c'est un peu la même chose que quand là, Bayrou nous dit il n'y a pas de recettes suffisantes par rapport aux dépenses. Tous les chiffres montrent que ce n'est pas ça la question. Pierre l'a dit tout à l'heure, il y a une stabilité des dépenses publiques depuis 2017. Bon, on est même un des pays européens où il y a une augmentation, une des moindres augmentations des dépenses publiques. Donc la question est la question des recettes. Alors pourquoi il continue? Moi, je vais vous donner ma réponse. C'est que derrière toute cette politique, en réalité, c'est de favoriser les revenus du capital. C'est ça la question. Et donc, ils sont du côté des revenus du capital. Et ils pensent que vaille, il faut arriver à mettre en place, continuer à mettre en place une politique, d'où leur politique d'offre et compétitivité, qui assure aux revenus du capital des taux de profit absolument historiques qui sont ceux caractéristiques de l'âge du capitalisme absolutiste que nous connaissons. Et donc, on peut toujours raisonnablement leur montrer, alors de manière radicale comme nous, de manière plus modérée comme le FCE, qu'ils se trompent, ils se plantent, mais ils vont continuer mordicus parce qu'ils défendent des intérêts de classe. Moi, je crois que la question, elle s'interroge par rapport à ça. Elle s'interroge sur le rapport entre le capital et le travail. Et pour répondre tout à l'heure à Pierre, c'est vrai, Pierre, tu as raison de dire ça ne peut pas suffire d'aller chercher les hyper riches. Ce qui est caractéristique de la période, c'est qu'en allant chercher du côté des hyper riches, on peut quand même rapporter quelques dizaines de milliards d'euros. Les inégalités se sont tellement développées qu'ils ont tellement accumulé de richesses qu'en allant les taxer un peu, je dis bien un peu, on peut aller chercher quand même quelques dizaines de milliards. C'est quand même énorme. Mais tu as raison de dire qu'il faut aller de manière plus globale. Et plus globale, c'est ce rapport capital-travail. Il faut faire en sorte qu'il y ait une redistribution en faveur des revenus du travail, d'où l'augmentation des salaires. Tout à l'heure, on a parlé du pouvoir d'achat. Rendez-vous compte qu'en 2023, 2024, je crois que c'est des chiffres de l'FCE ou pas, le pouvoir d'achat n'a progressé en France que grâce au revenu du patrimoine. Le revenu du salariat baissait. Bon, donc tout le problème, à mon avis, il est là. Et là, après, ça touche la question de la consommation populaire. Sur la question de l'économie de guerre. Oh, il en a tant dit. Sur les questions de l'économie de guerre, oui, on l'interroge, on a voté contre, nous, le budget militaire. Là, c'est vrai qu'ils s'interrogent encore plus, puisqu'ils vont l'augmenter de 6,7 milliards d'euros. Et je ne crois pas l'avoir relativisé tout à l'heure. Je pense que c'est un moment absolument dramatique. Si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que nous sommes à la fois avant 14 et avant 39. Voilà, en termes de dangerosité. C'est-à-dire que le choc d'une guerre commerciale avec le fait que les débouchés pour le capitalisme en termes de reconversion industrielle soient l'armement est générateur de conflits, qui est exactement ce qui s'est passé après la première crise de la mondialisation capitaliste, parce qu'il faut se rappeler que la guerre de 14, c'est le débouché de la première mondialisation capitaliste qui se termine exactement de la même manière en affrontement entre des blocs économiques et politiques, sauf que là, on contracte les deux, c'est-à-dire en même temps avec une montée de l'extrême droite, du racisme, qui est la particularité de la période avant 39. On contracte les deux. Donc c'est dire que je pense que je ne minore pas. Et pour tout répondre, notre contre-budget cette année, ça va être un budget écologique contre l'économie de guerre. Parce que la vraie question, la vraie urgence aujourd'hui qui est posée, ce n'est pas la question de la guerre. La vraie urgence, c'est la question climatique. Et que celle-là, on est en train de passer complètement à côté. Complètement à côté. Bon. Donc, moi, ça me semble absolument essentiel. Et là, les réponses, elles sont différentes. Au fond, à quoi on assiste ? C'est que je regardais une phrase qui avait été faite en 2007 par quelqu'un qui est mort en 2023, qui était le vice-président du MEDEF à l'époque. Il s'appelait Denis Kessler. Qu'est-ce que Kessler disait ? Il disait notre projet, c'est de défaire méthodiquement le programme du CNR. D'accord ? Mais oui, bien sûr. On ne s'en rappelle pas à l'époque. Hein ? Il disait même adieu 1945, raccrochons notre pays au monde. Alors on se demande bien ce qu'il voulait dire à l'époque. Parce que si c'est plus 45, c'est quoi avant ?
Bon. Et moi, je crois qu'on est exactement dans la période où ces gens-là, par exemple, préfèrent Hitler au Front populaire, préfèrent l'extrême droite par rapport au danger, à ce qui est pour eux le danger de la gauche avec une gauche de rupture. Donc on est dans ce moment-là. Bon, c'est dire le moment grave dans lequel nous sommes. Et effectivement, nous récusons cette marche en avant vers l'économie de guerre qui est d'une... Non, je n'aurai pas le temps de te reposer la question. Dangerosité absolue. Je termine sur la censure. Alors pourquoi je suis optimiste? Je vais dire pourquoi je suis optimiste. Comme je dois au moins dire une chose, c'est que j'avais annoncé qu'on censurerait le gouvernement Barnier. On l'a censuré. Bon, je suis optimiste d'abord parce que je pense comme toi qu'il faut des mobilisations sociales. Il faut que le 10 soit une réussite. Plus il y aura de mobilisation sociale, plus ça va pousser. Mais je suis optimiste aussi parce que politiquement, il n'y a pas un groupe d'opposition à l'Assemblée qui peut laisser passer ce budget pour la suite. Ils ne peuvent pas le laisser passer ce budget. C'est impossible. Je me trompe peut-être, bon, je vous le dis. Il faut des mobilisations, il ne faut pas penser que les choses vont se faire mécaniquement. Mais je pense que ce budget sera battu. Après, la vraie question, ça a été la question définie après. Et après, on fait quoi? Après, il y a deux solutions. Hein. Soit Macron tente un nouveau gouvernement. Et moi, pourquoi je suis pour censurer au plus vite Bayrou? C'est que ça nous laissera le temps de ne pas avoir une pression calendrier pour censurer à nouveau ce deuxième gouvernement et d'avoir un retour au peuple. Parce que je pense qu'il faut un retour au peuple sur des élections. Je pense que le mieux, ça serait la démission de Macron. Mais sinon, on prendra la dissolution s'il faut. Mais on ne peut pas les laisser faire 1 an et demi de plus. On ne peut pas laisser se développer une politique qui, non seulement est une politique productrice d'inégalité et de dérèglement climatique, mais en plus met en danger notre pays, ne répond pas aux besoins de notre pays. Donc, de ce point de vue-là, voilà pourquoi, à mon avis, la question est absolument décisive. Et effectivement, ça commence le 10 septembre par les mobilisations qui vont avoir lieu. Mais j'espère que les syndicats, après, appelleront à des grèves générales, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, on fera notre boulot aussi à l'Assemblée. Voilà, merci. On est désolé, on est un peu pris par le temps. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Et tout à l'heure, je débat avec François Ecal pour ceux que ça intéresse.